autre petite vidéo concernant ce qu'on a vu aussi ce matin, la réfraction. Alors, un petit retour sur ce qu'on a vu. Je vous avais fait la petite discussion autour de vous êtes un sauveteur sur la plage, donc on va dire là en jaune ça va être la plage, on va dessiner un sauveteur, hop, sous la forme juste d'une croix, peut-être un peu gros ça, on va faire un point. Sous la forme d'un point, et puis il y a une personne qui est en train de se noyer ici. Donc, votre son ne fait qu'un tour, et vous vous précipitez au secours de la personne. Alors, est-ce que vous allez choisir le chemin le plus court, à savoir le trait que je viens de faire, ou est-ce qu'il y aura un chemin plus rapide? Alors, la question c'est, est-ce que vous nagez plus rapidement que vous courez ou pas? Si vous nagiez exactement à la même distance que vous couriez, le plus court chemin entre deux points, c'est toujours la ligne droite. Et le plus rapide, dans ces cas-là, ça serait la même chose. Mais il se trouve que, sans doute, comme pas mal de gens, vous courez plus vite que vous nagez. Donc, on pourrait dire, je vais plutôt aller, je vais minimiser ma distance de nage au maximum. Je vais me rapprocher au plus près de la personne qui est en train de se noyer. Donc, je vais courir tout ça. Et ensuite, je ne perdrai pas trop de temps sur la natation. Ça serait le cas où vraiment vous nagez très très lentement et vous courez très 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 vite. Il se trouve que la vérité, elle est un petit peu entre les deux trajets. Et que finalement, vous allez, en fonction de votre vitesse de natation et votre vitesse de course, avoir un trajet optimal qui va être quelque part entre les deux. Ok. Oups. Quelque part entre les deux. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de natation, de plage et d'eau? C'est parce que c'est une analogie qui est assez commode pour comprendre quel est le lien avec le fonctionnement de la lumière, son comportement lorsqu'il traverse différents milieux. La lumière, on vous l'a dit ce matin, on en a discuté ce matin, elle va à 300 000 km/s, ok, pas toujours. Elle va à 300 000 km/s dans le vide. Elle va quasiment à 300 000 km/s. Enfin, de toute façon, c'est pas exactement 300 000, c'est 299 quelque chose, j'ai plus les chiffres en tête. Ça dépend en fait de la résistance, on va dire, du milieu à sa propagation. Donc on a défini ce qu'on appelle, ici là vous pouvez voir des indices. Alors là c'est pas l'indice, il me manque un petit bout du tableau, reviens à toi. Voilà, je vais vous le mettre ailleurs. Je refais le ménage, voilà on va se mettre ici comme ça. Il y a un indice, alors l'indice de l'air ici, rien à voir avec la pollution, ok, c'est l'indice par rapport à la vitesse à laquelle la lumière va se propager au travers. Donc on aurait pu travailler, on aurait pu rajouter une colonne ici et travailler uniquement avec la vitesse de la lumière et dire ok dans l'air c'est 300 000 km par seconde, donc 300 millions de mètres par seconde. Très bien. Dans le plexiglas c'est 1,5, c'est-à-dire que le plexiglas va résister un petit peu plus, donc en fait ici ça va être que 200 millions de mètres par seconde. Bon, ça va faire un peu des calculs pas possibles, avec des chiffres comme ça. Donc ils se sont dit, ok, on va définir un indice qui sera le rapport, ok, le coefficient de proportionnalité entre la vitesse de la lumière dans le vide et la lumière de la vitesse dans le milieu qui nous intéresse. Ok? Donc, on va juste utiliser cette colonne des indices. Et on les appelle N. Donc, dans le vide, c'est 1, par définition. Dans l'air, c'est quasiment 1, c'est 1, je vous ai dit 1,03 ce matin, il manquait des zéros, c'est 1,0003. Vous voyez qu'on est, bon, on peut approximer avec 1, il y aura des erreurs de calcul très très faibles. Et puis il y a d'autres milieux, voilà, l'eau, ça serait 1,33, comme on peut voir ici. L'éthanol, donc un alcool quasiment comme l'eau. Le plexiglas 1,5, comme le verre, on voit que le verre et le plexiglas se comportent un peu de la même façon. Le diamant 2,42. Il va se comporter, lui, pour le coup, il va freiner beaucoup plus la lumière.
Donc il aura des comportements qui vont faire qu'il va avoir toutes ces facettes, qui va briller d'une façon différente du vert. Ok, alors allons-y. Regardons ce qui se passe. Ce qui se passe si on avait un rayon qui arrive comme ça à la surface de l'eau. Alors on a déjà vu, comme dans le cas d'un miroir, que le rayon, s'il frappe la surface, il va repartir, il peut être réfléchi, ok, dans ce sens-là, en repartant avec exactement le même angle, c'est-à-dire que l'angle d'incidence qu'on avait ici, qu'on va appeler, je vais l'appeler I1, ici, ok, on va retrouver le même angle ici, I1 aussi, je lui donne le même nom. Pourquoi je l'ai appelé 1? D'habitude on avait angle incident, on utilisait I pour incident. Là on va pas utiliser ça parce que on va parler de réfraction et il y a la réflexion. Donc les deux mots commencent par R, donc on va plutôt s'intéresser, on va mettre des indices, des chiffres, qui seront le numéro du milieu duquel on est parti, le milieu dans lequel on arrive. Là, on va parler de l'air, qu'on va appeler le milieu 1, ce que j'ai noté ici, et l'eau qu'on va appeler le milieu 2. Okay, donc j'ai mis I1 parce qu'on est dans le milieu 1, on est dans l'air. Et donc on sait que cet angle avec la normale, cet angle d'incidence et cet angle de réfraction sont tous les deux égaux à la même valeur, I1. Par contre, on vient de voir que l'air cherche de la même façon que vous cherchez à aller sauver le plus rapidement, la lumière, pardon. De la même façon que vous cherchez à arriver plus rapidement à la personne qui est en train de se noyer, l'air, il va suivre le chemin le plus rapide. Pas le plus court, mais le plus rapide. Donc, s'il y a une différence de vitesse de propagation de la lumière dans les deux milieux, eh ben, il va s'adapter en conséquence et il va choisir le trajet le plus optimisé. Donc, le trajet le plus optimisé pour lui, ça va être de faire un peu plus longtemps dans le vide, parce que c'est là où il va le plus vite, et ensuite de revenir, alors je vais le faire comme ça, ensuite de revenir un petit peu plus proche de l'heure normale, avec un angle qu'on va appeler I2, qui sera l'angle réfracté. Ok, je remets le vocabulaire ici, on était incident, rayon incident, ici on avait un rayon réfléchi, ok, le rayon réfléchi, et là on a le rayon réfracté. Ok. Voilà. Alors la question c'est quelle est la valeur de cet angle? Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Alors, on va utiliser la loi de Snell-Descartes, qui s'écrit, elle est assez facile à mémoriser, ça marche comme ça. D'un côté, vous allez écrire, ça va, tous les indices qui concernent le premier milieu, de l'autre côté, tous les indices qui concernent le deuxième milieu. Et on va avoir quoi? Forcément, on va y avoir les indices quelque part, parce que ça dépend de l'indice, et forcément, on va y avoir l'angle quelque part. Alors l'angle, il va apparaître sous la forme du sinus de cet angle. Donc ça donne, hop, ça va donner N1, l'indice du premier milieu, multiplié par le sinus de l'angle I1, qui est l'angle incident, va être égal à N2, l'indice du deuxième milieu, pour nous c'est l'eau, c'est 1,33, sera égal à sinus de l'angle réfracté, I2, l'angle qu'on va former dans le milieu 2. Voilà, donc ça c'est la loi de Snell-Descartes, c'est la formule magique qui va nous permettre de calculer ce qu'on cherche. Alors, la petite chose sur laquelle vous avez bataillé ce matin, c'était pas de la physique, c'était des maths en fait, c'est que quand on vous donne une formule, alors cette formule comme ça, super, elle est facile à retenir, c'est très bien, mais pour l'utiliser, il va falloir la mettre sous la forme qui correspond à ce que vous cherchez. Je vous donne un exemple. On va dire qu'on connaît l'angle avec lequel ce rayon incident ici arrive, l'angle qu'il fait avec la normale. Ok, très bien. Mettons que il fait 40 degrés, super.
Donc on pourrait très bien calculer sinus I1. Ici, on fait sinus de 40, des degrés, pas des radians. Attention, vérifiez sur vos calculettes que vous êtes dans le bon mode. Et puis, on sait qu'on est dans l'air. Ok, bah on sait qu'on est dans l'air. Le milieu de l'air, c'est 1. L'indice de l'air, c'est 1. Très bien. Donc, une fois le sinus de 40, ok, c'est bon. Ça va être égal à N2 fois sinus I2. Alors N2, bah on sait qu'on est dans l'eau, ok, 1,33, très bien. Je peux rajouter 1,33 ici à la place de N2. Et ça va nous permettre de calculer sinus I2. Et une fois qu'on aura sinus I2, on pourra, avec la calculette, calculer la fonction inverse de sinus, qui est arc sinus, qui permet de remonter de sinus I2 jusqu'à la valeur de l'angle en lui-même. Ok ? Angle incident, bon, j'ai fait un peu au pif, mais on va dire qu'on a 30 degrés. Ok, ça simplifie un petit peu, vous verrez au niveau des chiffres. On va dire que l'angle incident, c'est 30 degrés. Si on reprend notre équation, on a dit N1, ça, je ne vais pas écrire trop gros non plus. Si on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, et que nous, ce qu'on cherche, c'est notre angle I2, on va commencer par calculer déjà sinus I2, ok? Et ensuite, on utilisera arc sinus pour revenir à l'angle lui-même. Ok, donc on a dit dans ces cas-là, la formule à utiliser, on la réécrit juste de la bonne forme pour nous, sinus I2 égale N1 divisé par N2 fois sinus I1, c'est la même chose. Ces deux équations sont complètement équivalentes. Ok, on l'a juste mis en forme en mettant ce qu'on cherche et ce qu'on connaît. Ok, ce qu'on connaît déjà. Voilà, alors allons-y. N1, c'est l'indice du milieu dans lequel on était au départ, c'est-à-dire 1, l'indice de l'air, l'indice du vide. N2, c'est l'indice du milieu dans lequel la lumière est en train de passer. C'est 1,33. Ok, 1,33. Et on doit multiplier ça par le sinus de l'angle I1. Alors le sinus de l'angle I1, donc sinus de, on a dit, on va prendre 30 degrés pour l'exemple, hein, ça correspond à peu près à la figure. Sinus 30 degrés. Ok, alors sinus 30 degrés, si vous prenez vos calculatrices, ça fera 0,5. Hein. Sinus 30, c'est 1,5. Quand on fait de la géométrie à longueur de journée, on a l'habitude en fait. Hein. C'est un des angles qui tombe bien. Voilà, donc sinus 30, c'est 0,5, 1,5. Et on doit multiplier ça par 1 divisé par 1,33. 1 divisé par 1,33, ça fait 0,75. 0,75 fois 0,5, ça fait 0,375. Ok ? Voilà, ça c'est sinus I2. Et je vous ai dit, vous allez ensuite utiliser votre calculatrice, trouver la bonne fonction, la fonction arc sinus, pour remonter de ce 0,375 qui n'est pas l'angle, mais qui est le sinus de l'angle, jusqu'à la valeur de l'angle. Ok, alors, ça va être quelque chose comme sinus moins 1, arc sinus ou asinus, ça dépend comment c'est écrit sur vos touches de calculatrice. Alors, par exemple, là, j'ai une petite calculatrice où il suffit d'écrire, vous l'avez, je l'ai peut-être déjà utilisé en cours, je ne sais plus. Je peux essayer, par exemple, si je fais sinus moins 1 de 0,375, est-ce que ça marche? 22, ouais, celui-là, il me l'a accepté. Si j'avais fait, je vais essayer avec les autres valeurs. Arc sinus, arc sinus de 0,375, est-ce que ça marchait aussi avec celle-là? Ouais, ça marchait aussi. Celle-là, les accepte un peu tous, j'ai l'impression. Asinus de 0,375. Non, celle-là, elle ne marche pas, il ne comprend pas ce que je veux dire. D'accord? Donc, à chaque calculatrice, ses spécificités. Mais on a trouvé, je reviens dans l'historique, c'était quoi? 22. Ok, 22 degrés. C'est le résultat que nous donne la fonction arc sinus. C'est-à-dire que si le sinus de I2 vaut
0,375, ça veut dire que I2 égale 22 degrés à peu près. Ok, faites attention aux radians et aux degrés sur vos calculatrices. Ok, alors, si on revient à notre schéma, ça veut dire que ici, on avait 30 degrés en angle incident, et qu'au retour, en réfracté, on n'a plus que 22 degrés. Donc en arrivant dans un milieu d'indice plus élevé, où la lumière va moins vite, on voit que la lumière, finalement, a cherché à plutôt raccourcir ce trajet-là par rapport à l'autre, ce qui correspond au problème qu'on avait avec le sauveteur qui essaye de sauver de la noyade le baigneur. Voilà comment utiliser la loi de Snell-Descartes. Alors, dans ce cas de figure, on cherchait l'angle résultant. Mais on pourrait très bien avoir un problème où vous allez connaître l'angle résultant et vous cherchez l'angle incident. Ou on est dans un milieu, on ne sait pas exactement si c'est de l'eau, de l'alcool, de l'huile, et on a envie de connaître cet indice. On va mesurer l'angle incident, on va mesurer l'angle réfléchi, et derrière, on cherchera à en déduire la valeur de l'indice N2. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair avec cette vidéo, et on se voit vendredi. À très bientôt.